Bonjour chers amis, bonjour chers Congolais, Jim Paul Maurice Djunga Podiampolo, Pene Djunga Pene Longengo, président de Unique France. Voilà, je reviens encore une fois vers vous, il y a un très beau soleil et donc voilà, je reviens encore une fois pour qu'on parle du Congo. Lorsque l'on parle du Congo, nous parlons du Congo de toutes les manières dont il faut qu'on parle du Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo? On voit beaucoup de gesticulations qui se passent à Kinshasa, on voit beaucoup de gesticulations un peu partout, mais il y a une réalité forte qui est toujours là. C'est que il y a aujourd'hui toujours beaucoup de morts au Congo, des gens massacrés pour des raisons, je dirais, politiques, pour des raisons politiques au service de l'occupation menée par Kabila, Beroua et leurs supplétifs congolais. Donc, il y a eu un changement au Congo. Hein, on a un nouveau président. Et ça fait 5 mois qu'on attend un gouvernement. On ne l'a toujours pas. Il y a un premier ministre qui a été choisi, etc. Voilà. Mais nous aimons toujours intervenir pour apporter des informations nécessaires pour que les Congolais comprennent les enjeux de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que pendant que il y a cette danse qui se passe à Kinshasa entre ce qu'on fera, ce qu'on ne fera pas, etc., pendant qu'il y a ce changement qui s'installe, où on peut toujours discuter, on va voir, mais il y a des choses qui continuent à être menées par les occupants au Congo. En particulier, le sujet que j'ai décidé de traiter aujourd'hui, c'est bonjour, cher Didier Isaka, un grand plaisir. Donc, la tentative continue d'arrachement d'un morceau du Congo par les Tutsis rwandais occupants qui s'appuient sur des Tutsis rwandais qui sont venus réfugiés politiques au Congo. Donc là, je parle du territoire de Uvira et d'une commune d'Uvira qui s'appelle Minembwe. Donc vraiment, on va voir pourquoi est-ce que cette chose-là, aujourd'hui, les gens font comme s'ils les découvrent, s'ils la découvraient, alors que ça existe depuis longtemps. Nous la combattons de manière la plus forte parce que nous la connaissons. C'est pas qu'on ne les craint pas. On se dit que mieux vaut connaître l'état d'une agression qui s'est faite sur toi que de chercher des informations derrière pour comprendre d'où vient cette agression-là, pourquoi elle s'est faite, pourquoi elle est là. Donc c'est un peu cet échange qu'on va faire aujourd'hui. Mais j'aime toujours à rappeler pour que chaque Congolais s'imprègne de ça, parce que ça ne se passe plus dans les écoles au Congo. Le Congo est un pays. Je t'en prie Didier, c'est un très grand plaisir. Le Congo est un pays qui a 2 345 000 km², 2 345 410 km². Ça, il faut le dire. Et parce qu'il y a certains qui nous reprochent la taille de notre pays, alors qu'il y a des pays. Ah, bonjour, maman Anne-Marie. Un grand plaisir de te voir. Il y a des gens qui nous reprochent la taille de notre pays pour nous dire que le Congo est trop vaste. Il faut peut-être le dépasser pour le gérer autrement. Ça vient de certains pays qui sont à l'Est qui essaient de dire ça. Moi, j'ai toujours donné l'exemple du Canada, qui est le deuxième pays le plus grand au monde, l'exemple de la Chine, le troisième, ou les États-Unis, le quatrième. Alors, quand je regarde ces trois pays-là, vous me direz, on n'a pas les mêmes moyens qu'eux, mais ils se sont donné les moyens. Quand je donne ensuite l'exemple du Brésil pour dire que nous sommes capables de faire des choses, le Brésil se trouve en plus dans les tropiques, c'est 3,5 fois plus grand que le Congo. Donc, c'est possible. Donc, nous ne sommes pas un grand pays ingouvernable, ce qui est faux. Et c'est cet argument que les gens dont je vais parler un petit peu aujourd'hui, c'est cet argument qu'ils utilisent pour essayer d'influencer un peu une partie du monde qui les écoute pour prétendre que
les Congolais devraient faire des gestes. Je ne vois pas quels gestes ils veulent qu'on fasse. Ouais. On va se dire une chose d'abord. Le Congo, malgré les changements qu'il y a eu, reste un pays qui est occupé par les Tutsis rwandais. Vous allez voir ça, vous allez voir comment cette occupation s'exprime. Ça, c'est une chose sur laquelle nous devons être d'accord pour continuer à avancer ce que nous faisons. Ça, c'est une deuxième chose. L'existence de l'État, un État dans un pays, ce sont la présence des symboles de cet État-là partout dans le pays, qui sont la base de ce que ce pays-là peut faire. Aujourd'hui au Congo, il y a des gens qui combattent cette existence des symboles de l'État avec une certaine vigueur cachée, mais très, très forte. Salut Adozola. Et donc, ça empêche la force, la puissance régalienne de l'État de s'exprimer dans le territoire. Je donne un exemple simple. On a eu des massacres qui se sont répétés à Yumbi, dans la province de Bandundu. Moi, je parle toujours en 11 régions. On va m'accuser d'être zaïrois, je suis un vrai. Je parle toujours en 11 régions. Le Bandundu, sous-région de Maïndombe, c'est là où il y a eu presque 1 millier de morts. Le gouverneur qui était là-bas, qui est devenu gouverneur à Kinshasa, a voulu minimiser ça. On a voulu nous cacher la réalité qui était derrière cette affaire-là. Mais nous savons. Simplement pourquoi? Parce que Yumbi se trouve à la fin des tourbières du Congo. Les tourbières du Congo qui sont une zone de 150 000 km² qui est partagée de manière équitable entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, hein, rive droite, rive gauche. Bonjour Guy Lokota, un plaisir de te voir. Et les tourbières du Congo finissent le point sud, le point le plus au sud, c'est Yumbi. Donc c'est là où on peut installer éventuellement des dérives pour tirer du pétrole. Parce que les tourbières du Congo, c'est du pétrole. Demandons au docteur Georges Aloula la définition du pétrole. C'est exactement ce que nous voyons dans ces tourbières. C'est-à-dire le pétrole se trouve à fleur de l'eau, comme ça. Et c'est une zone, j'ajoute, une zone qui stocke depuis, depuis plus de 10 000 ans, 150 milliards de tonnes de CO2. Donc c'est une zone qui est stratégique. Hein, pour nous, merci, pour nous et pour le monde entier. Bonjour Papa Moleka. Et donc, ça c'est des éléments qui nous montrent bien que s'il y avait cet état-là présent, les gendarmes ne seraient pas arrivés en retard. Ils auraient prévu un coup d'avance. Et ça n'a pas été fait. Et là, c'est vraiment le cas où, bonjour cher Eddy Mampo, c'est bien pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, qui n'est pas juste. Alors j'insiste, pendant que nous dansons à Kinshasa, pendant que nous chantons à Kinshasa et que nous nous égosillons ici, à l'intérieur, les choses ont changé d'une certaine manière. Je donne un deuxième exemple pour qu'on voit et qu'on avance. Merci beaucoup, lorsque Laurent Désiré Kabila, non, lorsque Joseph Kabila, c'est-à-dire Kanambe, a décidé que le Congo devait passer de 11 à 26 régions, nous avons condamné ça. Bonjour Cyril, c'est un grand plaisir de te voir là. Lorsque le Congo, on nous a dit que le Congo passerait de 11 à 26 régions, nous avons condamné ça de manière la plus forte parce que nous avons posé la question de savoir pourquoi. Pourquoi on passe de 11 régions à 26 régions alors que tous les pays du monde essaient d'avoir des régions un peu plus vastes pour le faire. Et j'ai donné un exemple. Quand on va au Brésil, il y a une région qui s'appelle le Mato Grosso. C'est 1 600 000 km². C'est géré. C'est une région dans le Brésil. À l'intérieur de cette région-là sont organisées des sous-régions. Pourquoi est-ce que nous, on passerait des grandes régions que nous avons, hein, dont la plus petite, c'est Kinshasa avec ses 10 000 km², et au nom, on dit, l'argument Tutsi rwandais occupant, c'est « Ah, le pays est trop vaste, on va
redéfinir les relations de proximité entre le peuple et les endroits se prennent la direction. Faux, archi faux. Faux, archi faux. C'est comme si tu me disais, tu as ta maison et tu as des champs où tu as des fruits qui poussent. Et ces fruits-là, c'est des fruits pourris, on ne peut pas les avoir. Et c'est des fruits pourris, tu injuries les fruits dans tous les sens. Bonjour, cher Pierre Bajoko. En fait, tu injuries le fruit que parce que tu ne veux pas tracer, défricher la route, le petit chemin, la piste qui mènerait jusqu'au fruit. Comme tu es feignant, tu ne veux pas le faire, tu dis, oh non, le fruit là sont des fruits qui sont pourris, regarde, tout ça. C'est exactement ce que font ces gens-là au Congo. Donc, merci beaucoup. Le troisième exemple que je donne, c'est quoi? Lorsqu'on nous parle, merci beaucoup, lorsqu'on nous parle d'un Congo qui n'est pas gérable, il faut lire derrière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire derrière, en fait? Qu'est-ce qu'on veut nous dire derrière? La réalité, c'est que, merci beaucoup, bonjour Pierre. La réalité, c'est que lorsqu'on nous dit que le Congo est gérable, on veut nous dire que il faut qu'on fasse des petites régions. Ah, les petites régions, c'est gérable, pardon, c'est gérable. Mais moi, je vous donne dans le mille. Si nous allons dans le Haut-Zaïre, si je prends la région de Mambasa, c'est 200 000 km². 200 000 km². Bonsoir, cher Botefa. C'est 200 000 km. Donc, vous voyez que ce n'était qu'un prétexte pour créer un système qui les arrangeait. C'était quoi? Ils ont créé, parce qu'on n'est pas un État fédéral. Depuis l'indépendance en 60, le Congo est un État unitaire avec un gouvernement central et des régions qui ont une certaine latitude. Donc, lorsqu'on crée les 26 régions, qu'est-ce qu'on fait? On crée des gouvernements, j'ai dit bien, je n'ai pas dit administration, j'ai dit des gouvernements provinciaux. Demandez, nous on est les vieux aujourd'hui, mais merci, demandez à nos vieux. Ils vous diront lorsqu'on parlait du gouvernement provincial, c'était scandaleux de faire des choses comme ça. Donc, ils créent des gouvernements provinciaux où on nomme des ministres provinciaux, etc. C'est-à-dire, on a ouvert le système pour nommer les copains et maintenir. Et là, chers amis, j'arrive au point où je voulais qu'on arrive pour qu'on parle de ce dont il est question. Ouvira. La région du Sud Kivu et la région du Nord Kivu sont les deux régions les plus attaquées. Merci beaucoup. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup, Pierre Bajoko. Un grand plaisir. Il y a de cœur. Merci. Donc, la région du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, sont les deux régions sur lesquelles on nous attaque à fond la caisse. Mais je vais donner un élément. Bonjour, Papa Elvis Malwanga. Un grand plaisir. Donc, je vais vous donner un élément pour qu'on voit. En face, il y a le Rwanda et le Burundi. Ces deux pays sont en face de ces deux régions congolaises, le Nord Kivu et le Sud Kivu, dans cet ordre-là. Et donc, l'idée, c'est vouloir faire croire aux gens qu'il y a des Tutsis congolais. Ça, c'est la première idée qu'on a combattue et qu'aujourd'hui, ils ont du mal à dire parce qu'on a démontré que ça n'existe pas, les Tutsis congolais. Depuis tout ce temps-là, ça n'existe pas. Les Tutsis qui habiteraient le Congo ou qui habitent aujourd'hui le Congo sont des gens qui sont venus. Soit ils sont venus dans le cadre de la MIB, la mission d'immigration que les Belges ont organisée entre 1924 et 1945. Il y a eu entre 60 et 75 000 personnes qu'ils ont importées au Congo pour les mettre dans les champs et qu'ils élèvent les vaches pour un peu contrer les mouvements de population congolaise qui travaillaient dans les mines et qui se rebuffaient parce qu'il y avait beaucoup d'injustices dans les paiements, tout ça. Et ceux qui prenaient au Rwanda, quand ils viennent au Burundi, quand ils venaient au Congo, ils étaient plus dociles. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur donnaient un champ, ils mettaient les vaches et ils allaient à la mine, etc., etc. Ça a mis des populations rwandaises qui sont venues de Tutsi rwandais ou tout rwandais, qui sont venus habiter au Congo. Et quand on dit 1923 à 1945, pour nous, ça fait plus de 80 ans. Donc aujourd'hui, on nous dit, ces gens-là sont des Tutsis congolais. Non. Non. La législation qui s'est mise en place en 1960 a bien écarté les personnes qui sont venues
de la nationalité congolaise. Voilà, ça, le premier gouvernement congolais de Patrice Emery Lumumba a bien mis tout ça au clair. Il faut pas oublier ce point-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on a commencé par mettre en place le 1+4. 1+4, c'est quoi? 1+4, c'est la transition qui s'est faite avec 4 vice-présidents. Et nous savions qu'il y avait des Congolais dans ce coup-là. Et tous les Congolais se sont, comment dire, ils se sont rués sur des ministères où ils pensaient pouvoir faire de l'argent. Moi, je pense beaucoup plus à Jean-Pierre, qui avait quand même une force armée avec lui. Il a choisi économie et finance. Et Roubero est parti prendre intérieur, politique intérieure, défense et sécurité. C'est-à-dire l'âme d'un pays. Là où la force régalienne d'un État, d'un pays s'exprime. Lui, il a pris ça. Et qu'est-ce qu'il en a fait? C'est là qu'il a commencé à mettre en place tout le système qui aujourd'hui est en train de créer, mais est en train de mettre une sorte de fait accompli à Nouvira, au Congo. Je vais vous donner des éléments pour qu'on voit de quoi on veut parler là. Donc, il y a eu 1+4, Roubero prend la vice-présidence politique intérieure, défense et sécurité. Donc, il a le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Et quand on regarde dans le gouvernement, on a nommé des ministres de la Défense et de l'Intérieur, mais ces gens-là dépendaient directement de lui. Notamment, il y avait Gonda qu'ils avaient chassé à une époque, etc. Mais la politique qui a été mise à l'époque, c'était une politique d'assujettissement des parties du territoire congolais. Comme vous le savez, merci beaucoup. Bonjour, Omar Kindomala. Un plaisir de te voir. Ce qui a été fait, c'était quoi? C'est que Roubero, dès qu'il a pris, bonjour Henri, comment vas-tu? C'est un plaisir de te voir là. Dès qu'on a fait cette chose-là, ignoble, qui était qu'on met à place ce ministère, la première chose qu'il a fait, il a commencé à préparer le projet de 26 provinces. La deuxième chose qu'il a faite, il a commencé à donner une identité forte aux personnes qu'on appelle Banyamulenge. Et ce qui m'a un peu chagriné, mais j'ai trouvé ça totalement irresponsable. Lorsque Colette Blackman écrit son livre, il parle de Banyamulenge comme étant une ethnie congolaise. Bon, à son temps, on a répondu pour expliquer qu'il n'y avait pas d'ethnie au Congo qui s'appelle Banyamulenge. Par contre, comme nous sommes des historiens, on a toujours les documents. Donc, nous savons que pour l'explication, vous voyez la province du Kivu, c'est ça. Sud Kivu. Voilà. Hein? Banyamulenge, le Mulenge, c'est par ici. Voilà. Donc là, le Burundi. Là, c'est Mulenge. Voilà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que dans les tribus qui sont dans le territoire de Uvira, dans les tribus du Sud Kivu, les tribus du Sud Kivu qui sont dans le territoire de Uvira, donc tout au sud, vous avez les Bafouliru. Là, vous avez les Bafouliru, vous avez 36 clans à l'intérieur de cette tribu-là. Mais quand je dis 36 clans, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se reconnaissent le même ancêtre. OK. Deuxième chose, à l'intérieur de cette tribu-là, on a une tribu qui s'appelle les Bamulenge. Ce sont les descendants d'un des clans qui était dirigé par le Mwami, qui s'appelait Mulenge. Le nom Mulenge dont on nous parle, qui a été donné à cette montagne-là, en fait, c'est le nom de ce Mwami-là, qui s'appelait Mulenge. C'était un Mwami qui était Mochwa, pygmée, et lui, c'est son nom, comme dans la plupart des cas dans notre pays, c'est son nom qui a été donné à toute la contrée qui dépendait de son autorité. Et donc, les Bamulenge, ce sont les gens qui habitent ce territoire-là. Et donc, regardez l'imbroglio qui est arrivé là. Là où on a tous les problèmes qui commencent là. Lorsque
les Belges amènent, dans le cadre de l'opération MIB, les missions de migration pour venir au Congo, les Belges amènent des Tutsis et des Hutus qu'ils mettent dans le Massissi, Nord Kivu, ils mettent dans Chabunda, ils mettent dans cette région de Calais, ils mettent un peu plus au sud dans le territoire d'Ouville, etc. Ces gens-là travaillent dans les mines et ces territoires-là, c'est parce qu'on ne se fait pas une idée. C'est des immenses territoires avec des montagnes partout et de verdure à ne pas savoir. C'est vraiment le paradis, quoi. Et là, nous sommes, dans tous ces territoires-là, nous sommes à plus de 800 mètres d'altitude. Donc, on a un climat fantastique. Et vu cette hauteur-là, l'élevage est possible. C'est-à-dire que tu descends plus bas, 400 mètres, en Équateur, à ce niveau-là, à la même altitude, oui, c'est ça, à la même latitude, tu as la mouche tsetse. Mais à cette hauteur-là, il n'y a pas de mouche tsetse, d'où on peut faire l'élevage. Et en plus, comme c'est riche en minéraux, on a creusé les minéraux. Et donc, lorsque les Rwandais se sont battus entre eux en 1959, c'est-à-dire lorsqu'on a annoncé l'indépendance, les Belges ont organisé des élections au Congo, comme vous le savez, et au Rwanda et au Burundi. Sauf que, comme les Belges avaient mis une politique qui a favorisé les Tutsis, avec toutes les connotations bizarres qu'ils ont mis en place, je ne répéterai pas là, les Tutsis étant minoritaires dans ces deux pays-là. Dans le Rwanda, il y a 11% de Tutsis, dans le Burundi, 10% de Tutsis. Au Burundi, il y a 14% de Tutsis. Donc, lorsqu'ils ont mis une élection, one man, one vote, qui a gagné? Vu les tensions, vu la haine qui est entre ces deux-là, les Hutus ont gagné dans les deux pays. Lorsque les Hutus ont gagné dans les deux pays, les Tutsis ont voulu revendiquer une sorte d'égalité. La bagarre a éclaté, il y a eu 100 000 morts. Et le seul pays où ils pouvaient venir se cacher avec les liens historiques liés à la Belgique, c'est au Congo. Donc, cette vague-là s'est ajoutée à ceux qui étaient là entre 1924 et 1945. Et donc, ils sont venus habiter, ils sont venus dans une zone qu'on appelle Mulenge, donc dans le territoire de Uvira, donc au sud du Kivu. Sud Kivu. Et donc, à 150 km, 120 km de la frontière avec le Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils arrivent, les Mwami de chez nous, comme vous connaissez notre hospitalité légendaire, qu'est-ce que les Mwami ont fait? Les Mwami ont fait le conseil de tribal, le conseil ethnique pour dire, vous êtes venus chez nous, on ne va pas vous jeter, nous on vous donne à manger aujourd'hui, mais voilà, vous avez des terres que vous pouvez cultiver pendant que vous êtes dans notre pays. Le jour où vous rentrez chez vous, nous allons récupérer nos terres parce que c'est des réfugiés. Ils étaient supposés retourner dans leur pays. Et donc, les Moamis sont allés comme dans ces terres-là, les leurs, il n'y avait personne. Donc, on a dit voilà, ils ont découpé, on leur a donné les terres, ils ont commencé à cultiver tranquillement. Comme en Afrique en général, nous faisons les choses avec la parole. Si tu as en face de toi quelqu'un qui ne respecte pas la parole, ça peut être compliqué. Deuxième chose, l'administration congolaise n'a pas tout noté de manière rigoureuse, ce qui fait qu'à un moment, ça a posé problème. Et donc là, nous arrivons dans les années 70. C'est-à-dire que cette situation-là qui est née en 59, on arrive à 70, 73. C'est-à-dire, en 70, au Rwanda et au Burundi, il y a déjà eu au moins 2 massacres dans ce pays-là. À chaque fois, les gens fouillaient au Congo. Et comme ça arrangeait l'autorité pour contrôler là où se trouvent ces étrangers, quand ils étaient au Sud Kivu, on les mettait quasiment tous dans les montagnes. Les Moamis étaient d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qui arrive en 72? C'est que ces personnes arrivées au Congo commencent à réclamer ces terres-là comme étant les leurs. Donc, il y a eu un gros problème à l'époque où les autochtones Vira, les Bafuluru, étaient en colère terrible. Il y a eu des bagarres et des massacres. Mobutu, qui était président, est intervenu. Et à l'époque, rappelez-vous, on avait l'Institut Makanda Kabobi où il y avait des gens qui avaient des gros cerveaux qui raisonnaient très bien. Bonjour Hugo. Et ils ont pondu une loi
je vais donner quand même une information importante. Le secrétaire particulier de Mobutu, c'était qui? Bisengimana. Et le rôle de Bisengimana dans cette affaire est néfaste. Il a tout fait pour que cette loi naisse avec les conditions qu'il a mis. En fait, cette loi-là, lorsqu'ils l'ont faite, il dit pour régler, donner la nationalité à tous ces gens qui sont là, comme ça fait longtemps qu'ils sont là, et comme ça, le problème sera réglé. Sauf que les autochtones connaissaient le problème. Le problème, c'était quoi? C'était la terre. Vous donnez la nationalité, vous ne réglez pas le problème de la terre. Donc, tous les gens qui étaient là avant 60, tous ceux qui sont arrivés après, bonjour Serge Henri, un plaisir de te voir, sont devenus Congolais par la loi de 72. Le shift, tu deviens Congolais. Et donc, il y a eu les enfants et les petits-enfants nés là, ils étaient dans tous les États, tout le monde est Congolais, tout ça, etc. Donc, ça a causé un problème compliqué dans le Kivu, tout le Kivu. Ça n'a pas concerné seulement les Banyamulenge, c'est tous ces gens qui étaient venus dans le Massissi, etc. Ils ont eu la nationalité congolaise. Parce qu'on a mis une date d'ancienneté qui les intégrait tous. Donc, vu qu'il y avait une colère terrible, le bureau politique du MPR s'est fâché, il y avait des débats terribles, ils ont imposé à Mobutu de modifier la loi. Mobutu, le fameux dictateur à qui on a imposé de changer cette loi-là, a nommé une commission dont j'ai un élément que je montrerai plus tard, un élément, un livre de M. Vangou qui a écrit un livre même. Il a mis toutes ces informations avec les détails. La commission est allée s'asseoir pour décider. Ils ont dégagé tout le monde, mais comme c'était déjà intelligent, ils ont dit seulement ceci. Quand on a donné cette nationalité-là, on ne peut pas la retirer comme ça. Ils ont écarté tous ces gens-là d'une certaine nationalité congolaise, comme en Belgique. Ils ont une sorte de nationalité congolaise de seconde main, si on veut. C'est méchant ce que j'ai dit, mais pas d'autre terme. C'est une nationalité congolaise pas complète. Et donc, ils ont dit exactement ceci, que tous les Congolais d'origine qui ont eu à demander leur certificat de nationalité à cette même époque-là, entre 72 et 81, sont des documents qui sont pour les Congolais d'origine. Et tous les autres, les Rwandais en particulier, les Burundais, n'ont pas le droit à ça. Donc, ils n'avaient pas accès à toutes les fonctions régaliennes de l'État. 1981. Ça a sorti des bagarres terribles encore là-bas parce que les Rwandais se sont fâchés. C'est un peu folklorique, je rigole pas pour rigoler, mais voilà, c'est un peu un rire de colère. Mais une chose très grave a été fomentée contre Mobutu. Ils ont fait un gros guet-apens contre Mobutu. Mobutu devait aller en visite là-bas. Et les coopératives, associations, assurances de fermiers se sont armés. Ils ont entendu Mobutu. Et Mobutu a échappé parce que il y avait quand même des militaires qui avaient une certaine compétence à l'époque. Il y a eu à peu près une centaine de morts. Mais ces gens étaient vraiment déterminés. Donc aujourd'hui, c'est pour venir aujourd'hui. Lorsqu'on a mis les 26 régions, c'était pour permettre de renforcer. Alors moi, en tant que politicien et historien, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? On nous parle de balkanisation, parce que les gens utilisent des termes de manière un peu galvaudée. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Et en 2001, je commençais à faire un travail sur l'histoire du Congo, histoire pure du Congo, pour comprendre un peu les liens politiques, tout ça. Et je découvre ce dossier-là par un document que j'ai trouvé à Boubou. Donc, je rentre dedans, je vois bien que cette communauté des Banyamulenge, des gens de Minembwe, Bunyakiri, tout ça, ben, c'est des gens qui se comportaient au Congo comme un État dans l'État. Ils exigeaient tout, etc., etc. Ça m'a un peu outré. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai voulu comprendre, j'ai regardé. Et avec les informations que j'avais, ben, j'ai dit, mais c'est une forfaiture. Ils n'ont pas le droit parce qu'il y a eu la loi de 81. Donc, j'ai eu
une discussion avec le professeur Diangoulou. On a eu une discussion et je suis désolé de vous dire ça, mais je veux le dire quand même. Le professeur Angoulou, qui est ambassadeur, lui, bon, comme quand on venait des fois faire des manifs là-bas, on était un peu véhément et tout. Lui, il me prenait pour un mouvement, quoi. Et quand je discute avec lui, il voit qu'on discute histoire, je n'ai jamais des informations. Et il s'est rendu compte que le truc du Congo était vraiment... Et là, il me dit, mais si tu as besoin d'informations, tu me diras. Donc, je me suis rappelé de ça, je lui ai écrit. Je lui ai écrit. Je lui ai écrit et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a répondu en m'envoyant un document qui a été envoyé par les Mwami du Sud Kivu, les Mwami Vira. Ils ont fait un document de 17 pages que je dois avoir quelque part chez moi ici. J'ai mis quelque part et que j'ai lu. Les Mwami ont fait de la politique la vraie, en expliquant les choses de manière historique et en disant bien que la seule chose qui est là, c'est que des personnes que nous avons accueillies chez nous à bras ouverts, que nous avons aidées chez nous, en leur donnant même nos terres pour qu'ils puissent cultiver et manger, veulent prétendre aujourd'hui que ces terres-là leur appartiennent. Et chers amis, lorsqu'on a mis les 26 régions, la fameuse proximité qu'ils ont créée là, a fait que la façon dont on fonctionne en France, c'est que l'autorité de l'État est représentée par le préfet. Quand tu vas à la préfecture, tu as le préfet là où tu fais tous les papiers, ça c'est l'État. Mais toujours dans le département, tu as ce qu'on appelle le conseil général ou le conseil départemental. Ça c'est la partie civile, je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Jean-Henri, c'est la partie civile où on a le président du département qui gère les affaires du département, avec l'État représenté par le préfet. Donc, si l'armée doit intervenir dans le département 94, ce n'est pas lui, le président du département 94, qui va appeler l'armée, c'est le préfet, représentant de l'État dans le 94, qui va appeler l'armée. Donc, cette explication nous montre qu'au Congo, bonjour Karine, oh, tu me fais vraiment plaisir. Et donc, ce qui se passe au Congo, c'est que le gouverneur de la région est Dieu. Donc, il fait ce qu'il veut. Et comme Roubaix-Roy a eu le pouvoir à l'époque de nommer le gouverneur, il a nommé tous les gouverneurs qu'il a voulu. Entre 1997 et 1996 et 2010, il y a eu 14 gouverneurs nommés dans cette région-là, Sud Kivu. Ça montre bien que c'était un lieu de tension. Et donc, lorsque Roubaix est arrivé, Roubaix a tout organisé de telle sorte à aller même demander la création d'un territoire qu'ils appelleraient Minembwe. Donc, prendre Bunyakiri, Minembwe et en faire un territoire. Et il dit comme ça, nous les Tutsis congolais, nous aurons notre territoire d'origine. Mais les Congolais n'étaient pas dupes pour une fois, ils ont dit non, non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, au niveau du Parlement, ça a été refusé. Chose rare, ça a été refusé catégoriquement. Les Mwami, ils ont fait ces documents qu'ils ont fait là, donc ça a tout bloqué. Ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est nos terres congolaises, pourquoi est-ce qu'on va donner aux étrangers? La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est retourner chez eux. Donc, Minembwe se trouve au sud-ouest de Uvira. Quand vous regardez Uvira, sud-ouest, dans un angle de 30 degrés, vous avez Minembwe à 50 km. Nyakiri, c'est à côté. C'est cet endroit-là. Et là commence Moulengue jusqu'à 75 km dans le nord. Là, tu fais une droite 75 km dans le nord d'Uvira, tu as ce qu'on appelle le mont Moulengue. Elena Djondo, un plaisir de te voir. Et donc, ce sont ces gens-là aujourd'hui. Si vous avez entendu qu'il y a eu les Bafouliros se sont fâchés dans le sud Kivu, et il y a eu à peu près 25 ou 27 morts. C'est parce que les gens en ont marre de voir que l'État ne fait pas son travail. L'État ne veut pas faire son travail.
L'État de Kabila, pendant 20 ans, n'a rien fait du tout. Il a laissé pourrir cette situation-là. Et le dernier gouverneur du Sud, Kivu, Munyangarabu, qui était là, un Rwandais, mais il a fonctionné comme un État dans l'État. Il a tout verrouillé. Il a nommé ces gens partout. Et là, il y a une lettre que je vais vous lire avec amertume. Il y a une lettre du... Permettez-moi, je vais vous la sortir là dans 2 secondes. Il y a une lettre du gouverneur, l'actuel gouverneur qui vient d'être élu. Donc, pour vous dire que les élections qui sont passées au Congo, c'était vraiment une vraie merde. Permettez-moi ce terme-là. Le gouverneur s'appelle Ngwabidje Kassi. Il dit ceci. Il écrit une lettre, donc République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, cabinet du gouverneur. Il écrit sa lettre à son excellence, monsieur Ruberwa Maniwa. Il ne met aucun titre, donc je ne sais pas ce qu'est ce monsieur-là. Il dit rappel, formation du gouvernement. Il dit excellence, je me fais le devoir de vous rappeler que jusqu'à présent, je n'ai toujours pas reçu les propositions des 3 noms, suivez-moi bien, par poste concernant le ministère de la Justice, droits humains, travail, prévoyance sociale, réconciliation et fonction publique, qui a été attribué à la communauté Banyamulenge, tel que je l'ai demandé dans ma lettre du 22 mai 2019. Pourtant, je suis dans l'obligation de publier mon gouvernement au plus tard lundi 27 mai, avant mon voyage pour Kinshasa, prévu le 28. Vous voyez la suite logique. Bonjour, cher Mollet. Vous voyez la suite logique de ce que je vous dis, c'est-à-dire la communauté Banyamulenge. Comment voulez-vous que dans un État, prenez, les étrangers peuvent vivre dans un État, il n'y a pas de problème, mais dans un État, vous ne pouvez pas donner des fonctions, je dirais, publiques, des fonctions d'État, des fonctions administratives, sauf s'il y avait une loi, à des étrangers. Et là, on demande à M. Roubero de donner les 3 noms, c'est-à-dire le processus arrive à l'endroit où il voulait, c'est-à-dire diviser les 26 régions pour avoir la possibilité de poser les gens qu'ils veulent un peu partout. Ça, c'est la réalité qui se passe au Congo aujourd'hui. C'est la réalité. Pourquoi j'ai choisi de parler de ça. J'ai choisi de parler de ça pour que chacun de nous se saisisse de ce dossier-là. Lorsqu'on nous dit, nous attendons le gouvernement, nous attendons ceci, nous voulons cela. La réalité est que tous les jours, les gens comme Rouberois sont en train de creuser la tombe des Congolais avec Caméré. Ils sont en train de creuser la tombe des Congolais. Et quand vous regardez, vous pouvez prendre n'importe qui que vous voulez dans le Sud Kivu. Quand vous parlez avec les gens qui sont dans le Sud Kivu, vous diront que la présence des Tutsis dans tous les coins qu'on les voit là, ce sont des terres qui ne leur appartiennent pas, ce sont des terres congolaises. Eux, ils se les approprient en disant que ce sont leurs terres et que ce sont leurs terres qui vont lier avec le Rwanda, qui est à 100 km de cet endroit-là. Donc ça, ce sont des déclarations de guerre. Donc moi, je répète ce que je disais au début. Il y a des gens qui font tout pour que l'État n'existe pas. Bonjour Ebamba. Des gens qui font tout pour que l'État n'existe pas au Congo. Ils font tout. Quand on dit l'État n'existe pas, c'est qu'on vous montre un voile comme ça, on dit ah, l'État, mais dans la réalité, dans sa force régalienne, il n'existe pas. Exemple, Yumbi. Exemple, c'est ce qui se passe à Ouvira. Exemple, c'est ce qui se passe à Beni. S'il y avait un État congolais dirigé par Hélène Djondo, Loutete Jean, Cyril Bamba, cet État-là se serait réveillé pour aller dire ce qui se passe au Kivu, au Nord Kivu n'est pas juste, on va intervenir. Ça n'existe pas. Et la seule non-présence de l'État fait que les populations doivent se prendre en charge elles-mêmes. Quand je dis les populations doivent se prendre en charge elles-mêmes, vous avez vu que, je crois que c'était aux États-Unis où des Tutsis rwandais ont manifesté pour dire qu'on est en train de les torgnoler au Congo et qu'on viole les femmes, etc., etc. Mais ils parlaient d'eux en tant que minorité. S'il y a des Tutsis au Congo, des Rwandais qui sont venus au Congo comme pour travailler, que certains, ou comme réfugiés, comme Rouberois, réfugiés rwandais, mais c'est parce qu'on les a acceptés qu'ils sont là. Mais ce n'est pas des nationaux.
Ils se comportent comme des nationaux. Ils demandent des droits qu'ils n'ont pas. C'est ça qui pose problème. Et le seul fait de fragiliser l'État fait que des demandes comme ça qui n'ont pas de valeur juridique réelle deviennent comme étant des choses qu'on peut nous opposer à nous, Congolais, État congolais. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc, tous les Congolais doivent comprendre cet état de choses. C'est-à-dire que, tant que tout ça, nous kobundaka na makambo ya tout ça la boye, tout ça pouvoir, tout ça la boye. Rwandais baza ko sala tout bapanza, bakata Congo par morceau. Du coup, au moins que mukolo moko to fandi boye, oh bato ya Uvira basalaki vote, ba décider que bango va se séparer na Congo. Là, on sent la guerre, c'est vrai après, mais il ne faut pas qu'on arrive là. Pour ne pas en arriver là, moi j'ai dit une chose. Les populations congolaises qui sont dans la province du Sud Kivu, principalement le territoire d'Ouvira, Kabare, Chabunda, Kale, Walungu, tous ces gens-là savent exactement qui est qui. Qui est qui. L'histoire du Congo, ce n'est pas Kinshasa, c'est tout le Congo. Ce qui se passe, qu'on ne voit pas Kinshasa se passe autrement là-bas. Et on construit, on achète des terres. Ils ont enlevé la loi Bakajika. Bonjour Jean-Fontaine Bengoli. Ils ont enlevé la loi Bakajika. Bonjour Maolé. On a enlevé la loi Bakajika, pourquoi? On a enlevé la loi Bakajika parce que la loi Bakajika stipulait clairement que toutes les terres de la République démocratique du Congo appartiennent à l'État. Donc, si toi tu es sur ces terres-là et que tu trouves du pétrole, on te dégage et l'État s'occupe de produire ce pétrole-là. Si tu trouves du diamant, on te dégage et l'État s'occupe de ça. Et la loi Bakajika a des conséquences très positives sur la protection du Congo et du Congolais. Ils l'ont enlevé, ce qui permet à ces Tutsis dont je parle, à ces Hutus rwandais, burundais, Tutsis rwandais, burundais dont je parle, de commettre tout ce qu'ils commettent comme crimes économiques, politiques, crimes sociaux, etc. Ils vont jusqu'à réclamer des postes dans le gouvernement provincial du Congo, alors que si nous suivons la légalité réellement, ils n'ont pas droit. Voilà où nous amène cette non-existence d'État, cette absence de l'État. Donc, chers amis, on nous a nommé un nouveau Premier ministre, choisi par Kabila, FCC PPRD. Cet homme n'a été nommé que par ses compétences. Il n'y a pas d'injure. Il a été PDG de SNCC, un échec total. Il y a eu des accidents meurtriers, mais dans un niveau incomparable. Et si on voit les commentaires que ce monsieur-là a fait, ça me chagrine vraiment que ce soit le premier ministre qu'on nous a mis au Congo. On n'a toujours pas de gouvernement. Et les choses de l'État doivent continuer à faire. Le président qui est là, il a mis la pression avec les 100 jours. Il a mis une pression forte avec les 100 jours. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Vous me connaissez, je n'aime pas me défendre. Si je fais une merde, dites-le moi. Mais les 100 jours étaient une pression forte sur le budget de ces gouvernements de Kabila dernier, 2011-2000, qui a traîné encore un peu plus. Et cette pression-là les a obligés à aller récupérer les sous qu'ils avaient essayé de planquer, l'argent de l'État, pour mener certains projets, les routes cassées, les machins, etc. Et par une maladresse monumentale, on a vu certaines personnes que certains frères appellent talibans, forcés pour dire voilà, on a construit des routes, on a fait ça. Mais pour construire une route avec un budget de l'État, il faut voter ce budget-là. Le budget qui est là au Congo aujourd'hui, c'est le budget du dernier gouvernement de Kabila. Donc, voilà, il y a eu cette hiatus. Vous voyez, des fois, les défenses comme ça sont un peu facétieuses, quoi. Il faut être très prudent. Mais là, cette décision de Sajou était quelque chose qui a été mis là, qui a fait son petit job. Mais j'ai dit une chose très importante.
on annonce que dans le prochain gouvernement, Roubert sera soit ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, ou ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Si cela se fait comme comme j'ai appris là, c'est-à-dire, on risque d'avoir une impossibilité de récupération de cette partie du pays. C'est-à-dire que si les 5 ans à venir se font avec ça, voire à ces endroits-là, ça va être une catastrophe. Une vraie catastrophe. C'est-à-dire que les choses n'auront pas changé. Que malgré la résistance des Congolais, les 20 ans ne leur ont pas suffi, donc ils vont encore avoir 5 ans pour casser. Et donc moi, aujourd'hui, je voudrais que tout le monde ait une vraie pensée pour notre peuple qui est dans le sud Kivu, principalement dans les territoires de Uvira, un très beau pays. Sinon, mon voyage a raté, mais moi, j'ai eu la chance d'aller une fois là-bas. C'est tellement beau que vous n'imaginez pas. Vous pouvez aller où vous voulez, il n'y a pas aussi beau. Salut, mon frère Coco. C'est un plaisir de te voir. Je dis, il faut que nous soutenons de toutes les manières possibles, de toutes les manières possibles. Il faut que nous soutenons nos frères qui sont à Uvira, nos frères qui sont dans les territoires de Walungu, Kabare, Kalehe, Mwenga. Il faut impérativement qu'ils aient notre soutien. Et tous les frères, si vous connaissez un frère qui est de Minembwe, qui est de Bunyakiri, pardon, il faut qu'on se rapproche de lui. Vérifier qu'il ne soit pas tous ces Rwandais qui se planquent. Parce que non seulement ils viennent, mais ils prennent le nom. C'est comme si moi je m'appelais Djungara, par exemple. J'arrive au Congo, j'enlève le Ra, je deviens Djunga. C'est ce qu'ils font. Ils enlèvent les derniers syllabes qui font de leur nom ce qu'ils sont réellement. Hein? Quand tu as Ndaï Tabi, ils mettent Ndaï. Ndaï chez nous, c'est Ndaï. Voilà, alors que c'est Ndaï Tabi. Donc faites gaffe quand vous voyez tout ça. Je ne suis pas je suis un Africain, profondément un Africain. Le peuple rwandais, c'est mon frère. Le peuple burundais, c'est mon frère. Tous tous sont mes frères. Mais les stratégies qui sont mises en place par le gouvernement rwandais, ougandais, burundais sont des stratégies mortelles. On ne peut pas les accepter. Comment voulez-vous qu'on reste de marbre face à ça? On doit parler, on doit montrer aux Congolais pour qu'ils se saisissent de cette chose-là, hein, qu'ils mettent les moyens pour l'écarter. Ça, c'est énorme, il faut le faire. Et donc, moi, je dis, il faut nous rapprocher, il faut que nous nous informions par tous les moyens. Moi, je fais un travail sur l'histoire du peuple qu'on appelle les Chi, qui sont le peuple qui sont à Kabare, qui sont au nord de Calais, au sud de Calais, hein, qui sont dans le territoire de Walungu. J'ai fait un travail sur le peuple Chi. Le peuple Chi, dont on nous dit, merci, qu'ils sont rwandais. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire, si tu es Chi, tu es Congolais Bantou. Mais je vous dirais aussi une chose. Quand je regarde tous les noms qui sont là-bas, s'il n'y en a pas un de vous là qui a épousé une femme qui est de notre pays, il n'y a pas un de vous là qui a eu un enfant avec un homme ou une femme qui est de notre pays, de l'Europe, de l'Amérique, je ne sais pas où, ça existe. À partir de là, venir nous dire que c'est un truc généralisé, c'est faux. Nous sommes Congolais. Donc, dans les Chi, il n'y a pas, ils se sont battus avec les gens en face de Ruzizi, pendant tous les années, les gens de Siangungu. Donc, il n'y a pas de mélange possible. Hein? Alors, Ebamba Raphaël Njokomedi Roubero n'est pas congolais. Il est grand temps qu'il sorte du gouvernement congolais et qu'on arrête de lui donner les responsabilités pour fragiliser notre pays. Les politiciens portent une grande... Voilà, c'est ce que je viens de dire et j'adhère complètement. Mais ça ne se fait pas par magie. Il faut que nous nous engagions tous de manière forte pour que ces choses-là ne restent pas cachées. Donc, chers amis, Djunga Podiampolo Pene Djunga, c'est avec plaisir que j'ai échangé de ces situations-là avec vous. Ce qui se passe au sud Kivu, au nord Kivu, même en Ituri, ce n'est pas des blagues. Les gens souffrent terriblement à cause de ces situations-là. Et là-bas, c'est une situation qui doit être réglée par le ministère de l'Intérieur
Congolais en toute souveraineté et en toute subjectivité la plus totale. Je suis très content de voir que nous étions jusqu'à 38 personnes. Je suis très content d'avoir échangé de cela avec vous. Prenez cette vidéo, chers amis, s'il vous plaît. Mais vraiment distribuez-la au maximum. Je vous remercie d'avoir été aussi patient avec moi, aussi gentil avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je reviendrai encore sur un sujet qui concerne notre pays pour qu'on échange. Djunga Podiampolo Pene Djunga Pene Longongo, président de Unique France. Merci beaucoup. Ciao, ciao.